Et on va commencer donc par une première partie de 10h15 jusqu'à 12h30, qui va commencer par une conférence introductive de Sandro Gasparo, intitulée Transition écologique et économique et l'économie de la ressource. Et puis évidemment, après, on passera sur un mode d'une table ronde qui restera sur ces problématiques-là et qui nous permettra d'avoir un certain nombre de témoignages. Sans plus attendre, puisqu'on a le petit quart d'heure bordelais de retard, mais léger, on n'est pas trop mal. Sans plus attendre, passer le micro à Sandro Gasparo pour cette conférence. Merci. Merci à toi. On a le même quart d'heure à Paris, donc ça va. on est dans nos repères. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Et donc, à mon tour aussi de vous donner le bienvenu à ces universités. Donc, l'idée de cette première petite conférence introductive, c'est de poser quelque part quelques éléments de discussion et de questionnement à partir de la thématique qu'on a choisie cette année. L'idée, c'est d'enchaîner en fait la conférence avec la table ronde, dans l'idée que le topo puisse plutôt vous aider à faire émerger un certain nombre de questionnements qu'on ne va pas traiter tout de suite, mais c'est des questionnements qui pourront aussi vous accompagner tout le long de ces 3 demi-journées et quelque part nourrir aussi votre écoute dans les rencontres que vous ferez dans les différents ateliers, les différents espaces, les visites. Alors, quelle économie de ressources? Peut-être un premier mot introductif sur les raisons de ce thème. Comment penser la transition de l'économie vers un développement plus durable? La question, c'est comment on tient le rapport entre, d'une part, une nouvelle orientation de la valeur, en termes d'effets utiles pour les personnes, pour les collectivités, en termes aussi de périmètre élargi de ce qui fait valeur, et c'est tout l'enjeu des solutions intégrées, de tenir ensemble plusieurs enjeux. C'est la question aussi de la prise en compte des externalités, et ce thème, on l'a abordé dans les éditions précédentes des universités, autour des enjeux d'innovation à Saint-Étienne, autour des questions des projets de société à Rouen. L'année dernière, on était déjà sur l'écho entre les enjeux écologiques et économiques du point de vue du vivant. Et donc cette année, on a essayé d'interroger comment la question de la valeur va avec aussi un rapport renouvelé à la dimension des ressources. Comment on pense la mobilisation des ressources productives avec tous les enjeux qu'on connaît de sobriété, de durabilité, de perspective de développement de la ressource et par la prise en compte aussi de différents registres de ressources, chaque ressource relevant aussi de caractéristiques qui lui sont propres. Et donc l'enjeu, c'est aussi d'arriver à diversifier dans l'action de production une attention aux caractéristiques propres à chaque ressource. Et donc, c'est le thème de cette année. Quel est l'enjeu de cette discussion? Il me semble que au sein des différentes orientations qui cherchent à penser la transition écologique, économique, il y a des orientations généralement plutôt partagées concernant la visée d'un développement plus durable, plus juste, plus attentif aux personnes. Là où il peut y avoir encore des points de débat et donc des conceptions différentes, c'est bien dans la manière de penser quelles sont les ressources stratégiques à mettre en avant dans une nouvelle perspective de développement économique, la place du travail en tant qu'activité dans le processus de production et dans les organisations, et donc à travers ces enjeux stratégiques, quelles sont aussi les orientations et les priorités en termes de financement et d'investissement. Alors, je parle, moi, c'est un peu une prise de parole à titre personnel, mais je remercie aussi un ensemble de collègues, déjà les collègues Athémis avec qui on a pu en partie préparer ce topo, en tout cas le discuter, un échange aussi avec Christian Dutertre, et puis un ensemble comme ça d'échanges qui m'ont nourri. Voilà, donc c'est un point de vue personnel que je vous expose aussi à partir de ma propre trajectoire et de mes propres préoccupations dans l'entrée en OFC, comme on dit, mais voilà, qui essaye de s'appuyer aussi sur un certain nombre de discussions, et puis on aura le temps de pouvoir discuter sur ce sur quoi on est d'accord ou pas. Alors, le point de départ, c'est peut-être de resituer cette question dans l'économie traditionnelle. Vous savez qu'en EFC, l'idée, c'est d'opposer, quelque part, de contraster la dynamique de développement de matrice industrielle dont on hérite pour lui opposer une nouvelle perspective plus servicielle, coopérative, territorialisée. Alors, traditionnellement,
en économie, la question même de la définition de l'économie repose sur un usage économe des moyens de production. Toute la perspective consiste à réduire l'usage des moyens de production et toute la logique de développement, comme on va le voir, est déterminée par cet enjeu principal de faire une économie, de réduire les moyens de la production en termes de matière, d'énergie, de travail, considérés dans la perspective qui lui est propre. Alors, quelle est la conception des moyens qui renvoie aussi à la notion de facteur de production ? Les moyens, dans la perspective, dans la pensée de matrice industrielle, les moyens sont immuables dans le temps. C'est un état qui est considéré et tout est réduit à l'état tel que nécessité dans la logique de production. Il existe également un principe de substituabilité entre différents moyens et différents facteurs de production, dont notamment toute la perspective de la mécanisation et de remplacement du travail humain par des moyens de production techniques. L'usage des moyens produit une transformation de type quantitative, en termes de disponibilité, en termes d'usage, mais il n'y a pas de considération sur des dimensions plus qualitatives de la chose, du support en tant que tel. On est dans une logique, on peut dire, d'exploitation, c'est-à-dire de captation du support, de la matière, des choses, des personnes, du vivant. Voilà, une captation dans la seule logique qui permet de traiter la production, et c'est un peu toute la perspective d'une optimisation dans l'usage à partir des critères qui permettent de tenir une certaine rationalité interne à la logique productive. Et les moyens de production font l'objet d'une appropriation et donc d'une forme de maîtrise par l'organisation productive. Et donc, c'est des équipements qui deviennent des actifs de l'organisation, les matières utilisées qui font l'objet aussi d'une transaction d'achat et qui permettent de s'approprier de ça, et le traitement du travail dans la perspective taylorienne avec le principe de subordination et de séparation entre ceux qui pensent, ceux qui décident et ceux qui ne sont là que pour exécuter ce que d'autres ont défini. Donc ici, la question du travail, il y a une question centrale dans l'EFC et qui me tient particulièrement à cœur aussi dans ma trajectoire. La question du travail est ici assimilée à un facteur de production parmi d'autres, réduit à une séquence d'opérations programmées et définies à distance des situations d'activité, voilà, sur la base de cette forme de standardisation des produits, de standardisation de la production, et donc aussi de définition à distance du réel, du process de travail. Le mécanisme fondamental dans cette conception, c'est une certaine conception de la productivité, qui est le mécanisme fondamental qui consiste en une réduction des moyens de production par unité produite. On peut rappeler quels sont les grands déterminants de la productivité de matrice industrielle à travers la division technique du travail qui permet cette forme de rationalisation des métiers, des savoir-faire, en les traduisant simplement dans des process techniques organisationnels. Sur la base de cette division du travail, on peut alors mettre en place une forme de progrès technique qui permet de remplacer ces activités très parcellisées par des opérations mécaniques confiées à des machines, à des objets techniques, des formes d'intensification du travail liées au fait que l'activité dépend, est cadencée par le rythme de la machine et toute la dynamique d'accélération, d'intensification, de réduction des temps dits improductifs, des temps de respiration, des temps voilà, pour créer en fait cette forme d'accélération dans la temporalité et les enjeux d'économie d'échelle qui facilitent aussi une forme de standardisation, de rationalisation des organisations. Or, le ressort de la dynamique de développement, ou la manière dont la productivité devient un levier de la dynamique de développement, c'est que c'est grâce à la productivité unitaire, cette réduction des moyens utilisés pour chaque unité, que ça permet alors d'augmenter les volumes de la production, par une réduction en fait, des prix unitaires, par une augmentation de la demande, donc, qui s'accompagne par un accroissement des volumes de la production.
Et donc, quelque part, ce mécanisme fondamental de la productivité industrielle, c'est la question de l'effet rebond. Alors, qui aujourd'hui est plutôt critiqué comme une des limites de ce modèle, mais qui est vraiment le principe, en fait, matriciel de cette dynamique et de ce rapport à une économie du moyen qui permet, par l'économie, par la réduction des moyens utilisés unitairement, de pouvoir augmenter la production totale et le volume de production dans son ensemble. Et c'est ça qui nous conduit aujourd'hui à toute une série de limites de ce productivisme, consumérisme, en fait, qui sature les capacités de survie et d'habitabilité de la Terre. Alors, qu'est-ce que ça ouvre, la dynamique servicielle ? L'idée, c'est ici de mettre plutôt en perspective l'enjeu d'un développement des ressources et de la ressource. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de laisser à distance la logique des moyens pour mobiliser la notion de ressources comme caractéristique nouvelle ou comme rapport nouveau à la matière, aux objets techniques, au travail. Et donc ici, on peut poser en perspective l'économie comme une dynamique de développement de la ressource. Développement déterminé par un usage raisonné, situé, en fonction de finalités qui sont à discuter. Et donc des finalités qui visent à la fois la création d'effets utiles pour les personnes, pour la société, pour les conditions de la vie en société, et également des finalités propres au développement des individus, en remettant au centre la question du travail aussi comme expérience subjective, comme expérience sociale, comme occasion de se développer dans un lien social et dans le rapport à soi. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce qu'on peut nommer ressources par rapport au concept plus ancien de moyens ? La question de la ressource renvoie moins à un état objectivable de la chose qu'on vient utiliser, dont les propriétés sont définies en fonction de la logique productive, mais il s'agit de s'intéresser davantage aux potentialités du support que l'on utilise, dans sa propre logique. Et donc j'ai repris ici une définition qui était proposée par François Hubaut, et qui définit la ressource comme quelque chose qui n'existe que comme une disposition, donc comme une potentialité, comme un ensemble de possibles, qui s'exprime dans une situation, qui donne une occasion d'expression à cette potentialité. Donc c'est bien dans un rapport d'usage des choses, des matières, des équipements, des activités humaines, qu'on peut exprimer la puissance productive d'une ressource. Donc la ressource n'est pas une caractéristique en soi, mais c'est bien dans un certain rapport, dans une certaine manière d'en faire usage, qu'on peut exprimer les potentialités de la ressource. La qualité de la ressource n'est pas dans le support lui-même, mais c'est bien un effet de la mobilisation par l'activité, et toujours dans un contexte et une organisation donnée. Et donc c'est aussi cette manière de mettre à distance un principe standardisé de production, de conditions de fabrication, pour ramener les enjeux de la production toujours de manière située, et donc avec un enjeu de construire une pertinence dans cet usage du point de vue de la valeur et du point de vue du rapport à la ressource. Et donc l'identification du potentiel, des dispositions, des possibilités d'usage d'un support demande à développer de la connaissance fine, située et raisonnée, sensible entre les différents acteurs. Et donc on voit comment ici la question du travail devient une question centrale, parce que le travail, c'est bien l'activité qui permet cette mobilisation raisonnée des supports de la production, à partir d'une intelligence des situations, à partir d'une connaissance fine des supports, mais aussi des conditions d'usage, de la finalité, de rediscuter aussi les raisons pour lesquelles on souhaite produire ce qu'on cherche à produire, et donc avec un usage qui doit être à la fois pertinent du point de vue des conditions, des modes d'existence propres des supports qu'on utilise, et aussi un usage finalisé, et dans une finalité qui demande à être discutée au cas par cas. Vous voyez, on met à distance les enjeux de productivité de type industriel. Ici, le mécanisme fondamental est celui de la réflexivité.
La réflexivité entendue comme la possibilité d'un accroissement de la ressource comme possibilité d'usage, comme possibilité d'expression des propriétés des choses en fonction d'un certain contexte d'usage raisonné. Et donc ici, ça renvoie à ce qu'on appelle les déterminants de productivité de type serviciel, donc fondés sur la réflexivité, sur les ressources immatérielles, sur l'activité. Et on peut citer les économies de réactivité par la pertinence de l'action, les économies d'adoption par la qualité des relations et la manière dont c'est dans la durée, dans la construction d'une relation de confiance où on peut s'accorder et trouver la bonne finalité, le bon usage, l'utilité de ce que l'on souhaite faire. Les enjeux de complémentation qui mettent à distance cette division technique du travail pilotée par une instance centrale, mais qui permettent d'étudier au cas par cas quelles sont les bonnes configurations d'organisation pour mettre ensemble, pour mailler différents savoir-faire, différentes connaissances, différentes compétences, et des enjeux d'économie d'intégration par des solutions permettant de tenir ensemble plusieurs enjeux de manière articulée. Ici, la réflexivité devient alors un nouveau ressort du développement ou d'une nouvelle perspective de développement qui consiste précisément dans un accroissement des ressources productives. Et donc cet accroissement des ressources comme capacité à mobiliser les potentialités de la ressource permettent alors d'accroître la valeur des solutions que l'on propose par cet enjeu de la pertinence, d'une pertinence située, discutée, évaluée, appréciée dans la relation avec les autres, en fonction des retours d'expérience de l'usage. Et donc, globalement, de diminuer les enjeux de production, de volume, et donc de gaspillage, d'obsolescence, et de tout ce qui va avec la logique productiviste. Donc ici, l'OFC se présente comme une économie de la production au sens global. Ça permet de penser une réduction de l'emprise de la logique de la production en termes de volume, mais aussi en termes des logiques en fait, qui cherchent à capter de plus en plus de dimensions de la vie et de dimensions des écosystèmes naturels dans une logique de production, donc d'économiser les logiques de production par la pertinence des solutions et un développement des ressources productives disponibles par une approche située, raisonnée. Et c'est là où se situe l'enjeu de la coopération, dans cette manière de singulariser, de porter une attention aux conditions réelles de besoins, d'attentes, de ce qui fait valeur, d'évaluation, d'appréciation, de suivi de la production et de la création de valeur. Alors tout ceci ouvre un rapport renouvelé aux ressources productives qui doit tenir compte alors d'une diversité de ressources. Donc il s'agit, vous voyez, de mettre à distance ici cette équivalence des facteurs de production, en fait, où tout est standardisé, tout est aplati, comme si c'était, on peut ramener, en fait, dans une logique de matière inerte, pouvant être exploitée, mais on a besoin, du coup, de distinguer différentes ressources avec des caractéristiques propres. Et ici, on peut, comme ça, balayer rapidement tout ce qui relève des ressources matérielles, avec cet enjeu de sobriété comme usage raisonné des matières, de l'énergie, des équipements, à partir de la valeur d'usage. Donc c'est une réduction dans cette consommation des matières et d'énergie. On peut mentionner ici aussi toute la logique développée par Christian Buer, notamment, avec qui j'ai échangé aussi récemment, autour de la pérennité programmée, qui consiste aussi à développer une intelligence très fine des différents matériaux, des différents composants, permettant en fait d'exploiter en propre les potentialités. Et donc, je faisais l'exemple, par exemple, d'un aimant dans un moteur. L'aimant en tant que tel, la durée de vie d'un aimant, elle est potentiellement infinie. Voilà. Donc, et pourtant, le modèle de conception fait qu'on peut tout jeter à la poubelle parce qu'il est tellement intégré, tellement dans les processus de conception, il est tellement encastré dans un produit unique et dans un enjeu aussi de renouvellement, de remplacement, où finalement les potentialités propres du matériau et la manière dont il peut faire ressource finissent par être gaspillées.
Deuxième catégorie, c'est ce qui relève des ressources immatérielles. Donc là, ça renvoie plutôt à la question du travail, mais le travail comme activité humaine, qui mobilise la subjectivité des personnes, qui mobilise des savoir-faire, des compétences, des apprentissages en situation, qui mobilise aussi la qualité des relations, la confiance, l'engagement vis-à-vis des autres, l'attention au travail des autres, la concertation pour définir des règles, des formes d'organisation, des manières d'agir pertinentes. Et troisième catégorie, qui est peut-être un peu plus nouvelle aussi dans le champ, dans le référentiel de l'AFC, qui est la question du vivant. C'est-à-dire qu'entre les ressources matérielles et les ressources immatérielles qui sont propres à l'activité humaine, il y a aussi besoin de faire émerger une catégorie propre aux ressources du vivant, qui se situe un peu entre les deux, qui ont des caractéristiques qui permettent aussi de penser une forme de régénération, de renouvellement dans l'usage. Et on verra tout à l'heure aussi comment, dans l'usage du sol, dans la manière de penser l'agriculture, dans la manière de penser le rapport à l'animal, il y a des manières de faire qui ne sont pas dans cette logique d'exploitation ou de tirer uniquement ce qui intéresse la logique productive, mais de construire un rapport à la ressource qui tient compte aussi des dispositions et des caractéristiques propres de la ressource, y compris dans ses propres conditions de renouvellement. Et donc ici, il s'agit de poser un rapport renouvelé de l'homme à son milieu, qui n'est plus pris dans un rapport d'exploitation, c'est-à-dire d'un usage des moyens considérés par les seuls critères d'une optimisation, d'une maximisation des logiques de production, mais un rapport que j'appelle raisonné, situé, c'est-à-dire un usage des ressources par la prise en compte de leur potentiel propre, de leurs propres caractéristiques, ce qui demande aussi de développer de la connaissance, une expérience fine, un rapport sensible aussi aux choses, aux équipements techniques, à la terre, aux animaux, aux autres, à l'activité des autres. Et donc penser aussi et prendre en compte les conditions de leur durabilité, de leur renouvellement, voire de leur développement par l'usage. Et c'est tout l'enjeu de la réflexivité. Alors, en perspective, cela ouvre une nouvelle orientation, un nouveau modèle de développement, qui n'est plus celui qu'on hérite du modèle industriel, où tout est assimilé à des moyens exploitables selon la seule logique de la production, et où le travail est assimilé à un facteur de production parmi d'autres, et donc remplaçable par d'autres moyens, et où le développement porte dans cette logique d'une réduction unitaire des moyens pour un accroissement des volumes, et c'est un peu cette mécanique des enjeux de productivité et donc le problème de l'effet rebond, mais qui permet de penser un développement dans la perspective d'un modèle serviciel, relationnel, coopératif, territorialisé, plus situé dans le temps, dans l'espace, dans les relations, où chaque ressource est davantage considérée dans son propre mode d'existence, dans ses propres potentialités, dans ses propres possibilités de rendre des utilités. Le travail est considéré comme activité et donc est appréhendé comme une activité humaine, comme un lieu de développement de la subjectivité, comme un moyen de construire une concertation avec les autres, d'apprendre, de développer des compétences, et où le développement est alors envisageable comme une manière de prendre la question de l'économie plutôt du côté de la production. Donc, comment on pense une économie de la production dans son ensemble, en termes de volume et en termes de logique de captation, par un accroissement de la pertinence des solutions et de l'usage des ressources productives. Et donc c'est ici que la réflexivité, comme développement par l'usage, comme attention à l'égard des ressources dans leur propre existence, dans leur propre fonctionnement, dans une approche située, singularisée, singulière, et donc plus attentive aussi aux conditions réelles d'usage, devient un levier fondamental. Et donc, pour conclure, quelles orientations portées par l'économie de la fonctionnalité de la coopération
Tout d'abord, c'est une conception renouvelée de la dynamique productive qui cherche à mettre à distance cette logique d'une exploitation des moyens et donc d'une captation de tout ce qui fait notre milieu de vie dans une logique de production et d'optimisation de la logique de production pour s'engager, pour habiliter un modèle de développement des ressources et donc permettre aussi un autre rapport à nos milieux de vie plus respectueux. Or, pour ce faire, ce passage de la question du moyen à la question de la ressource n'est possible qu'en réintroduisant la question du travail comme activité. C'est par l'activité que le rapport aux choses peut se développer comme un rapport aux ressources productives respectueuses de leur propre fonctionnement et de leurs propres conditions de renouvellement. Ça passe par la compétence, les savoirs techniques, les savoirs dans le rapport au vivant, le savoir relatif à la relation aux autres. Voilà. Comment on développe par des apprentissages les conditions d'un meilleur usage des choses et des ressources, par l'engagement de la subjectivité, par la question du sens, par l'attention que les personnes sont prêtes à porter dans l'activité, dans la relation à l'autre, dans l'ingéniosité aussi pour trouver des nouvelles solutions. Donc l'engagement relève d'une dimension subjective qui devient essentielle dans cette nouvelle perspective. La coopération comme modèle d'organisation de la production, ce qui permet de resituer dans une relation singulière les conditions de concertation, de coproduction, de construction d'un accord sur les finalités, et des formes de concertation, y compris plus démocratiques, sur les finalités productives visant un intérêt général, les conditions d'amélioration des conditions de la vie humaine en société, dans des milieux, voilà, qui passent par des formes renouvelées de concertation contre des principes de rapport de domination ou de conception à distance des situations. Et donc c'est ça qui ouvre, et c'est un peu la proposition conclusive, une dynamique de développement permettant de relier les conditions de la production et donc le registre de l'économie comme conduite d'une dynamique productive avec les conditions d'existence et en particulier les conditions d'existence de l'homme en société et dans un environnement écologique et naturel. Voilà le propos introductif dans l'idée de poser quelques bases, quelques questionnements aussi qui sûrement ont émergé et qui peut servir aussi comme cadre pour être à l'écoute de ce qui va suivre. Et donc, je passe la parole à Amélie pour ouvrir la table ronde.